C'est intéressant cette table ronde finale dans ce qu'elle donne à voir, je trouve, en termes de génération. Et surtout, avec Michel, nous souhaitions terminer ce voyage dans l'univers numérique pour parler un peu d'humain. Parce que finalement, notre conviction commune, c'est que derrière cette révolution digitale, révolution industrielle, révolution économique, révolution anthropologique, il y a avant tout une histoire d'homme. Tout à l'heure, on était en train de préparer ce qu'on allait vous raconter. Et Michel me dit, moi, j'en ai marre finalement des questions qui commencent systématiquement par la négative. Ne faut-il pas avoir peur d'eux? Ne craignez-vous pas qu'eux? Et on s'est rendu compte que tous les deux, en fait, ont trouvé cette période complexe, certes, mais extraordinaire. Et du coup, peut-être la première question qu'on pourrait aborder, c'est pourquoi on a une chance infinie de vivre aujourd'hui cette période de turbulence. Oui, je crois que tout simplement, le monde n'a jamais changé dans l'histoire comme il change aujourd'hui. Et il faut d'abord sortir un peu du numérique pour commencer. C'est-à-dire, c'est vrai que le numérique et toutes les transformations dont nous avons parlé sont vertigineuses, il n'y a pas de doute. Mais cette révolution tombe à un moment où il y avait déjà d'autres transformations fondamentales. Par exemple, le premier qui a parlé est médecin. Regardez par exemple l'augmentation de l'espérance de vie. Et l'augmentation de l'espérance de vie qui fait qu'elle a encore cru, je crois, ce mois-ci, en France, on a eu des chiffres assez remarquables. Donc l'espérance de vie a augmenté verticalement et c'est dû à la médecine, au progrès, etc., en particulier évidemment au numérique. Mais c'est là où je voudrais insister sur un point qui se réfère à ce qui a été dit. Ce qui a été dit jusqu'à maintenant est presque toujours de l'ordre de la croissance. N'est-ce pas? Est-ce que croître, ça donne des résultats différents? Je crois qu'au moment de Noël, les pâtissiers font des arcs de triomphe en gâteau. Oui. Et c'est des arcs de triomphe, disons, de quelques centimètres. Et imaginez qu'il faille faire un arc de triomphe de la taille de l'arc de triomphe. On ne peut plus le faire en gâteau, n'est-ce pas? Il faut le faire avec des pierres. Par conséquent, la croissance fait changer de nature. Et ça, c'est capital pour penser le problème que vous me traitez. Et lorsque la croissance fait changer de nature, on a de ça aujourd'hui une application assez extraordinaire. Regardez, la croissance de l'espérance de vie a fait par exemple aujourd'hui que la mort intervient, disons, entre 84 et 86 ans, très bien, statistiquement parlant. Très bien. À ce moment-là, le patrimoine financier de celui de la génération de 84 ans va passer à ses successeurs. Mais les successeurs viennent justement de prendre leur retraite. Oui, ils ont 60 ans. Et par conséquent, tout le patrimoine financier est en train de demeurer aux mains des plus vieux, qui n'en ont pratiquement rien à faire. Et les jeunes sont complètement dénués d'argent, dénués, etc. Vous voyez ? Et comme ils ont tous les pouvoirs, les vieux dont je suis, ils ont le pouvoir financier que je décris, mais du coup, ils prennent le pouvoir politique. Et par conséquent, cela explique que le président des États-Unis est aujourd'hui le plus vieux de tous les présidents qu'on a connus dans le monde. Et cette vague de conservatisme-là, Erdogan, Turquie, Poutine, le Brexit, etc., s'explique par l'augmentation de l'espérance de vie. Vous voyez ? C'est-à-dire ils ont une trouille folle du monde contemporain. Ce que disait mon prédécesseur sur l'importance donnée aux jeunes, et oui, mais l'important aujourd'hui, précisément, c'est leur donner plus de pouvoir et plus d'argent. Or, toutes les conditions sont inverses. Vous voyez donc que quelquefois, une croissance donnée a des effets complètement inverses de ce qu'on croyait. Et ça, c'est un exemple intéressant. Et d'ailleurs, le transhumanisme, je crois, c'est exactement ça. C'est-à-dire, c'est de la pure croissance, vous voyez, et des rêves de gens très riches qui ont suffisamment d'argent pour faire leur pub sur les idées, sur leurs idées. Mais ça n'existe pas pour le moment. Voilà. Vous savez, j'ai toujours pensé que plus on augmente l'intelligence d'un imbécile, plus il devient imbécile. Alors, c'est vrai que
Aujourd'hui, nous passons par une période, puisque si vous posez la question, de transformation gigantesque. Mais c'est à ce moment-là que moi, je peux intervenir parce que je suis vieux. Et en effet, pour comprendre vraiment le monde contemporain, il est question parfois, il est intéressant parfois de prendre du recul, et du recul même quelquefois assez important. Par exemple, tout à l'heure, on a dit qu'il y avait une révolution avec la glace, vous savez. Alors on croit toujours que la révolution numérique aujourd'hui est une révolution industrielle. Ce n'est pas vrai du tout, parce que la révolution industrielle était fondée sur la thermodynamique, c'est-à-dire sur les hautes énergies. Tandis que le numérique est fondé sur les petites énergies. Ça ne peut rien avoir. Et alors, c'est rare qu'on ait l'idée de ces révolutions portant sur les petites énergies. Et il y en a deux qui nous précèdent. Quelques milliers d'années avant Jésus-Christ, on a inventé l'écriture. Et ça a bouleversé toutes les sociétés. On n'a pas idée de la transformation qu'a induit dans le croissant fertile et en Chine l'invention de l'écriture. Ça a changé le commerce, ça a changé la politique, ça a changé les villes, etc. Transformation complète et le droit et l'enseignement et les sciences. Et ensuite, la révolution deuxième, ça a été Gutenberg et l'imprimerie. Et aujourd'hui, nous avons la troisième. Et les deux premières, si on regarde vraiment ce qui s'est transformé au moment des deux premières révolutions, on a pratiquement une bonne photographie de ce qui se passe aujourd'hui. Voilà. Et par conséquent, voilà, les choses extraordinaires que nous vivons aujourd'hui, alors j'ai dit l'augmentation de l'espérance de vie, mais regardez par exemple le monde agricole. Savez-vous qu'en 1900, chez nous, dans les pays analogues au nôtre, il y avait beaucoup plus de 50% de paysans. Aujourd'hui, il y en a 3,6. Et ce sont eux qui nous nourrissent. Vous voyez. Donc, la transformation due au numérique est tombée sur une société qui déjà avait évolué sur des fondamentaux encore plus forts. L'âge, la mort, la vie, la naissance, le mariage et la nourriture. Vous voyez. Et donc, le numérique arrive en plus. Vous voyez donc que c'est une révolution comme probablement l'humanité n'en a pas connue avant. Oui. Comme l'idée, c'est de mettre en perspective un peu le regard de Michel Serres du haut de ses 20 ans et le mien du haut de mes 30 ans. Moi, je vais vous raconter, avec beaucoup d'humilité, parce que je suis assez chanceuse en fait, d'être à côté de Michel, comment je suis arrivée finalement à la même intuition. On vit une période extraordinaire. J'ai créé une boîte pour essayer de transformer les boîtes. Et j'ai créé une boîte pour une raison très simple, c'est que après 8 ans d'études, j'étais proprement incapable de me projeter dans le monde de l'entreprise traditionnelle. Et là, j'ai fait une supposition. Je ne dois pas être la seule. Et finalement, ce n'est pas moi qui ai un problème. Il y a probablement un problème au sein des organisations et peut-être au sein des sociétés, puisque finalement, l'entreprise, c'est comme un laboratoire de la société. Du coup, j'ai essayé de comprendre, en fait, pourquoi je sentais une telle inadéquation entre mes envies, mes désirs, mes rêves, la manière dont j'étais construite, mon socle de valeurs, mon ancrage, et puis ce que j'observais des constructions humaines. Et j'ai essayé de comprendre, et comme je n'ai pas la science infuse, je suis passée d'auteur en chercheur, en psychologue, en sociologue, et j'ai compris, alors c'est avec mes mots, qu'on assistait comme à un alignement des planètes. La période d'aujourd'hui, elle est extraordinaire pour plein de raisons différentes, qui cascadent les unes sur les autres. Le premier qui m'a permis de comprendre ce qui était en train de se passer, c'est Kofi Annan, qui parlait de notre génération comme d'héritiers sans héritage, et qui faisait référence notamment à ce qu'on appelle la postmodernité, qui, en des termes très simples, en fait, consiste à dire qu'on est en train de tourner une page charnière de l'histoire de l'humanité, et que tous les grands modèles économiques, capitalistiques, sociétaux, idéologiques, environnementaux, évidemment, politiques, et la période actuelle est éloquente à cet égard, ces modèles-là qui ont structuré les sociétés modernes vont devoir être réinventés dans les années à venir. Tout ça en même temps. On tourne une page de l'histoire de l'humanité, d'où la notion d'héritier sans héritage, en disant, là, les cocos, vous avez une responsabilité immense quant à la réinvention de ces modèles de société. Première planète. Et puis j'ai cheminé, et en rencontrant Daniel Cohen, qui a écrit un livre magnifique, Le monde éclos et le désir infini, j'ai compris qu'il y avait une deuxième planète post-matérialiste, que j'ai eu plus de mal à comprendre. Il dit que finalement, dans
dans ce monde postmoderne, on vient percuter le capitalisme traditionnel et finalement, on vient percuter la notion de progrès qui a été évoquée à de nombreuses reprises dans les interventions précédentes. Avant, quand on était un grand-père, quand on était un manager, quand on était un chef d'entreprise, quand on était une maman, quand on était un chef d'État, je pense qu'on pouvait être relativement relax en se disant, bon, demain, ça sera mieux qu'hier. Ça, ce sont pour les sociétés modernes. Là, on est dans un momentum un peu particulier, puisque cette révolution digitale dont on parle depuis 1 heure et demie, c'est une révolution industrielle, certes, mais qui a une caractéristique quand même économique, c'est que c'est une révolution sans croissance. Et vous avez des études qui sont intéressantes. Une enquête du Guardian qui montre que sur 7 économies occidentales, dont la France, les vingtenaires, c'est-à-dire les digital natives, vivent aujourd'hui en dessous du niveau national de leur pays respectif. Pour 90% de la population américaine, le pouvoir d'achat n'a pas augmenté ces 30 dernières années. Donc on vit une révolution industrielle, anthropologique, globale, qui est la révolution numérique, 3e révolution anthropologique, selon vous, Michel, dans la petite poussette. Certes, mais une révolution sans croissance. Jusqu'à présent, le moteur du progrès, c'était la croissance. Et donc, on a cette question-là, post-matérialiste, qu'est-ce qu'on met à la place de la croissance? Est-ce qu'on met la connaissance? Est-ce qu'on met l'innovation? Est-ce qu'on met l'humain? Est-ce qu'on met la créativité? J'en sais rien. 2e planète. 3e planète, un monde globalisé. Et ça aussi, c'est une sacrée rupture géographique. Et ça, c'est grâce à ma grand-mère que je l'ai compris. Parce que je lui disais, oui, j'en ai marre de la France, de cette situation politique détestable, je vais partir ailleurs. Et tu vas partir où? Donc c'était avant Trump, donc j'ai dit je veux partir à New York. Et elle m'a dit mais tu peux pas partir à New York comme ça dans 2 semaines. Enfin c'était pas possible dans sa tête. Elle pouvait pas appréhender la planète Terre comme ça. Même pour ma mère c'est compliqué. Révolution géographique, révolution spatiale, monde globalisé. À côté de ça, révolution temporelle. Et ça, ce sont les chefs d'entreprise avec lesquels on travaille qui nous ont permis de le comprendre. Quand on leur demande à eux pourquoi vous remettez en cause l'existant, pourquoi vous avez le courage de vous remettre en cause dans vos certitudes, dans tout ce que vous avez construit? Ils nous répondent parce que le temps va plus vite que jamais. Le temps ne s'est pas accéléré, en tout cas, Michel me contredirait. Le temps ne s'est pas accéléré, évidemment. Par contre, la perception du temps a considérablement changé. Il y a une accélération démographique, une accélération sociologique telle qu'on n'arrive plus à figer les générations. Il y a une accélération business. La valorisation boursière de Hyatt plus Marriott, elle est aujourd'hui inférieure à celle de Airbnb. Il y a une accélération de la data. Tous les 2 jours, on produit plus de data que l'humanité en a produit en 2 millions d'années. Une accélération globale. Et je crois que ces 4 planètes, postmodernes, post-matérialistes, l'accélération du temps et la rupture géographique, elles ont effectivement, tout ensemble, façonné des homo sapiens un peu différents des homo sapiens traditionnels, que vous, Michel, vous appelez les homo numericus. Moi, j'ai un livre de chevet, c'est La petite poussette, parce que c'est là que j'ai trouvé la réponse à la question que je me posais. Qu'est-ce qui cloche dans ce monde? Qu'est-ce qui cloche en moi pour avoir autant de mal à m'accrocher à ce qui est en train de se passer? Et j'ai compris, parce qu'on est des homo numericus, cette révolution, elle n'est pas technologique, elle n'est pas industrielle, elle est anthropologique. On est en train de grandir et d'évoluer dans les hommes et les femmes que nous sommes. Et aujourd'hui, il y a comme une inadéquation entre le regard qu'on porte sur le monde et puis tout ce qu'on a construit jusqu'à présent. Les entreprises, évidemment, qui sont le premier lieu où des gens adultes font société, qui sont en train de se réinventer. Mais ne nous méprenons pas. Demain, c'est l'école qui va devoir bouger. C'est le syndicalisme qui va bouger. C'est la conception même de l'État-nation qu'on va remettre en cause. J'ai la chance de beaucoup travailler avec la Marine nationale. Peut-être qu'on en parlera parce qu'on a ça en commun d'être enseigne de vaisseaux première classe tous les deux. Mais même l'armée va bouger. Parce que ces constructions-là sont issues d'un monde qui n'existe plus. Et pourquoi c'est extraordinaire? C'est parce que quand on a une situation de crise, en fait, on a un formidable territoire d'opportunités pour réinventer les choses et prendre ses responsabilités. Oui, dans les transformations dont nous avons parlé, j'ai essayé d'en trouver d'autres que le numérique. Et vous parliez, par exemple, du monde, de la mondialisation. Est-ce que vous savez, par exemple, que quand je suis né, il y avait moins de 2 milliards de personnes dans le monde? Aujourd'hui, il y en a 7 milliards 800 millions. C'est-à-dire que, connaissez-vous une vie humaine au cours de laquelle la population mondiale s'est multipliée 2 fois par 2?
c'est-à-dire 2 fois 2, 4 fois 2, 8. On est à peu près 8 milliards. Et par conséquent, voilà des données qui s'ajoutent à la révolution en question. Cela dit, quand vous parlez des jeunes, je ne suis pas très favorable, moi, à cette expression génération Y qui est tout à fait américaine. Pourquoi? Parce que la transformation ne touche pas seulement une génération donnée, elle touche absolument toutes les générations. Et c'est très simple. Je crois aujourd'hui qu'il y a presque autant de téléphones portables dans le monde que de gens dans le monde. C'est-à-dire il y en a à peu près autour de 7 milliards 800 millions, vous voyez. Et par conséquent, ça touche tout le monde, vous voyez. C'est pour ça que j'ai dit plutôt petite poussette que génération Y. Ce n'est pas un conflit de génération, c'est une transformation complète. Alors maintenant, sur les institutions dont vous parlez, vous avez tapé juste. C'est-à-dire qu'en effet, toutes les institutions qui nous font vivre et sous l'organisation desquelles nous vivons, toutes ont été en effet créées à une période où le monde n'était pas ce qu'il est devenu. Et par conséquent, le décalage qui existe, par exemple, entre la politique et le monde réel, et il se retrouve partout. Il se retrouve dans les universités, il se trouve dans la santé, il se trouve absolument dans toutes les institutions. Et par conséquent, en effet, le travail d'aujourd'hui consiste, alors, collectivement, politiquement, anthropologiquement, à transformer ces institutions-là. Et ça, ce n'est pas un petit boulot, ce n'est pas seulement du numérique, ça. Parce qu'en effet, dans le numérique, il y a toujours une solution algorithmique à la question, quand il y a une solution. Mais là, c'est un problème géant. Et c'est pour ça que la vague du conservatisme est en train de balayer le monde entier, parce qu'ils ne veulent pas changer d'institution, vous voyez. Ils ont une trouille folle de cette transformation. Justement, la deuxième question qu'on s'est posée tous les deux quand on a préparé cette intervention, c'est OK, on vit dans une période extraordinaire où il y a plein de choses qui sont réinventées et du coup, on a plein de choses à rêver, à imaginer différemment. Et pourtant, la peur est omniprésente. Oui, c'est ce que je disais à mon ami avant de commencer. Depuis que j'écris, ça fait quand même un certain temps, quand je suis interviewé par les journalistes, je n'entends toujours que des questions négatives. N'avez-vous pas peur de, ne craignez-vous pas que, est-ce que vous pensez que cette nouveauté ne sera pas néfaste, etc. Que des questions négatives. Et pourquoi alors? Pour une raison très simple, ma chère. C'est que lorsque l'histoire se transforme comme elle se transforme aujourd'hui, la chose la plus difficile qui existe vraiment, c'est de pouvoir lire le contemporain, pouvoir être lucide sur ce qui se passe aujourd'hui. Alors, pas ce qui se passera demain. Demain, c'est des rêves genre transhumanisme. Oui. Ça, c'est pas des rêves. De lire vraiment le contemporain, c'est vraiment très, très difficile. Et par conséquent, aujourd'hui, la peur vient de cela, vient du fait que on lit mal le contemporain, on ne voit pas très bien, surtout où il va. Vous voyez ? Où il va. Alors, on a des solutions, on a des algorithmes, on a de l'intelligence artificielle, etc. Tout ça a été dit, et je l'ai bien connu parce que j'ai vécu quand même 37 ans dans la Silicon Valley, puisque j'enseignais à Stanford, et j'ai vu à peu près tout se développer, naître, se développer, etc. Mais ce qui manque, évidemment, c'est la vision, non seulement du présent, difficile à lire, c'est pour ça que l'innovation est très difficile. On parle toujours d'innovation, on entend parler de ça tout le temps. Mais ça tombe bien, mon métier c'était histoire des sciences. Et par conséquent, j'ai eu à traiter toute ma vie du problème de l'innovation. Eh bien, je peux vous dire que lorsqu'une innovation advient, personne ne peut la lire parce qu'elle est nouvelle. Et même dans les milieux scientifiques les plus experts, vous voyez. C'est-à-dire, tous les grands inventeurs n'ont pas été compris, à peu près tous. Par conséquent, il est très difficile d'innover, beaucoup plus difficile qu'on le croit. La plupart des innovations dont on dit que c'est des innovations sont simplement des répétitions ou des déclinaisons de ce qui s'est passé avant. C'est pour ça qu'elles sont reconnues. Mais la vraie innovation est très difficile à reconnaître. Donc une peur du temps présent parce qu'on aurait du mal à lire ce qui est en train de se passer. Moi, j'ai cherché aussi une réponse à cette question. Pourquoi est-ce que les gens ont peur? Je vais reprendre mon entreprise laboratoire de la société. Effectivement, quand on essaye de transformer des organisations, on a des levées de boucliers.
Alors c'est politiquement incorrect de le dire, hein, mais même quand on a la tête de l'entreprise qui dit d'accord, on a compris qu'on n'avait pas compris, on a compris qu'on allait se remettre en cause et qu'on allait laisser faire, et qu'on allait faire redescendre le niveau de gravité de l'entreprise très bas et redonner le pouvoir aux hommes. Nous, notre métier, là, c'est d'aller allumer la flamme des hommes. Et on est très souvent face à des hommes et des femmes qui nous disent « mais en fait, j'en veux pas de ce pouvoir ». Et finalement, cette transformation, c'est pas la mienne, et c'est pas mon sujet, et ça n'est pas ma responsabilité. Et on a compris, à travers l'anthropologie, puisqu'on fait des entretiens anthropologiques toute la journée, au bout de 2 heures, que ces gens avaient peur. Qu'ils avaient peur du monde qu'on est en train de vivre, qu'ils mettaient sur la situation actuelle la digitalisation, l'ubérisation, la robotisation, la postmodernité, le transhumanisme, j'en passe, c'est le meilleur, mais que surtout, ils avaient une très mauvaise lecture de ce qui était en train de se passer. Et en investiguant, en fait, on s'est aperçu, alors ça n'est qu'une intuition que je vous livre, mais d'une fracture béante dans la société, et pas simplement dans la société française. Et je pense qu'effectivement, l'approche générationnelle aujourd'hui n'a plus de sens, parce que cette fracture, elle innerve les générations, quels que soient les âges en fait. Aujourd'hui, le monde est séparé en 3 grandes populations. Vous avez une population des gens qui ne comprennent pas ce qui est en train de se passer et qui ont peur de ce qui est en train de se passer et à qui on n'a jamais expliqué, parce que là, on va se dire les choses comme elles sont dans cette salle, il n'y a que des gens avec des cerveaux qui fonctionnent très très bien, qui comprennent l'intégralité des mots qu'on emploie. Mais tous les gens en fait, qui vont perdre leur job dans les 5 prochaines années parce qu'ils sont caissiers ou conducteurs de bus, ces conférences-là, en fait, ils n'en ont pas. Et donc, ça leur fait peur, ce monde. Et qu'est-ce qui se passe ? En fait, ils n'ont pas envie du monde de demain. Ils n'ont pas envie de demain. Nous, on a eu des gens en face de nous qui nous ont dit « mais je ne veux pas de demain, en fait ». Et on a été obligés de leur parler de leurs enfants pour qu'ils se disent « ok, en fait, il y a une notion très importante et supérieure à ma peur, c'est la notion d'héritage ». Et donc, il va falloir que je m'engage, autre notion hyper importante, pour avoir quelque chose à léguer, parce que sinon, je vais avoir du mal à me regarder face à la glace. Donc, il y a des gens qui ont peur et qui n'ont pas envie du monde d'hier. À côté de ça, il y a des gens qui essayent de prédire le monde de demain. Et il y en a plein aussi. Des intellectuels. Moi, je fais beaucoup de conférences, donc je passe mon temps en fait, à entendre des lectures pour le monde de demain. Mais ces gens-là, en fait, ils ne parlent pas à ceux qui ont besoin d'entendre ce qui est en train de se passer. Et puis, il y a une 3e catégorie de population qui est en train de construire le monde de demain. Dedans, on peut mettre les entrepreneurs, la communauté à laquelle j'appartiens, qui imaginent un monde génial, de gazelles, un monde open, un monde transversal, un monde global, qui ne votent plus parce qu'on est déjà dans des méta-pays, donc à quoi ça sert ? Mais dans cette catégorie, vous avez aussi en fait les GAFA et compagnie qui sont en train de donner à la planète Terre un rêve libertarien, qui sont en train de prendre des positions politiques, qui sont en train de donner une certaine vision de la société pour l'humanité. Il y a ces 3 catégories de population aujourd'hui. Et je pense que c'est effectivement une période extraordinaire, mais potentiellement très dangereuse, parce que si on n'arrive pas à expliquer à ceux qui ont peur ce qui est en train de se passer pour qu'ils s'engagent, et qu'on laisse la place à ceux qui la prennent d'ailleurs, aux GAFA et compagnie, pour décider de là où on va aller d'un point de vue politique, parce qu'on ne prendra pas nos responsabilités par rapport au projet de société, là on est vraiment un peu dans la merde. La fracture dont vous parlez, ça vaut la peine en effet de la regarder de près. En effet, je crois pouvoir dire que quand je rentre dans mon amphi maintenant, je ne suis plus le même professeur que j'étais. C'est-à-dire que la plupart des gens sont au courant, ils ont regardé quel était le sujet de mon cours. Donc il n'y a pas de problème là-dessus. Mais ce que j'ai observé depuis quelques années, c'est qu'en effet, tous les étudiants ne sont pas au même niveau du point de vue numérique, du point de vue informatique. Et ça crée en effet une différence entre les jeunes. Il ne faut pas croire que les jeunes sont tous au courant comme vous l'êtes, du monde numérique. Il y en a qui sont à la traîne. Et donc ça fait une sorte de hiérarchie, et c'est ceux qui sont un peu à la traîne qui ont peur, vous voyez, et c'est quelquefois un peu la majorité. Mais ce n'est pas de ça que je voulais parler pour la fracture. Pour la fracture, il y a, à mon avis, quelque chose qui se passe aujourd'hui et qui est très important, qui est la chose suivante. Vous savez la distinction qui existe entre les sciences humaines et les sciences dures. Les sciences dures comme mathématiques, informatique, etc., physique, chimie, etc., et les sciences humaines, psychologie, sociologie, etc. Mais il se trouve que dans le monde contemporain, dans le monde au moins occidental que je connais, que la
plupart des hommes politiques, la plupart des chefs d'entreprise, la plupart des journalistes, c'est-à-dire ceux qui ont la parole et la décision, ont été formés aux sciences humaines, et seulement aux sciences humaines. Mais les sciences humaines ne font que décrire, mais les sciences dures transforment la société. La société a été transformée à cause de la thermodynamique, à cause de la théorie de l'information, à cause de la présence des algorithmes, et ainsi de suite. C'est ça qui transforme la société. Or, il se trouve que ceux qui ont la parole ne connaissent pas ces sciences-là. Et par conséquent, la réforme fondamentale de l'éducation, ça serait non pas de séparer... par exemple, vous savez que le gouvernement français a décidé de fonder dans le nord de Paris une université exclusivement formée aux sciences humaines. Alors, il s'appelle l'université Condorcet. Et elle est à 150 km de l'université d'Orsay dans le sud, qui est réservée aux sciences dures. Vous pensez bien que Condorcet, je ne l'écris pas maintenant autrement qu'avec des apostrophes, évidemment. Parce que, vous voyez, cette séparation est dramatique pour la société d'aujourd'hui. Ça aussi, ça fait une fracture qui n'est pas seulement institutionnelle, mais qui est assez profonde. Vous êtes plutôt dans les sciences dures. Et donc, vous êtes dans la transformation actuelle, dynamique et frontale de la société. Mais la plupart des gens qui vous interrogent, comme je disais tout à l'heure, ils ne sont pas là-dedans. Ils sont un peu économistes, un peu sociologues, un peu psychologues, un peu... Oui. Et ils ne sont pas dans la transformation de la société, mais ils ont la parole. C'est d'où le décalage. Le décalage vient en grande partie de là, je crois. Alors, un monde extraordinaire en transformation avec plein d'opportunités qu'on pourrait saisir, et pourtant des peuples qui ont peur parce qu'ils sont fracturés, parce qu'ils ont des niveaux de compréhension ou des niveaux numériques qui sont différents. Et du coup, il nous reste 5 minutes, Michel, pour aborder notre dernière partie, qui est la plus importante. C'est pourquoi finalement il est de bon ton d'espérer. Est-ce que finalement, cette révolution anthropologique, cette révolution digitale, elle ne laisse pas poindre l'homme au cœur de tout ? Nous, ce qu'on observe au cœur des entreprises, c'est ça. C'est que les entreprises les plus en avance sur la transformation numérique viennent de se rendre compte qu'en fait, le vrai sujet, c'est pas les outils, c'est pas la techno, c'est pas le business, ce sont les hommes. Comme si, finalement, la transformation digitale, c'était un raz-de-marée qui ne laissait à la fin que l'essentiel. J'oserais même dire l'existentiel. Nous, quand on travaille à la transfo, à la fin, on revient auprès des COMEX et on leur dit, voilà, pour répondre à cet enjeu de transformation et donc d'engagement des collaborateurs, parce que sans engagement des hommes, il n'y aura pas de transformation des entreprises et il n'y aura pas de transformation de la société. Il y a 4 mots qui reviennent systématiquement. Ces 4 mots, c'est le sens, la transparence, la reconnaissance et la confiance. Et là, on a des COMEX qui sont complètement abasourdis et qui nous disent « Rendez-moi les euros que je vous ai donnés parce que nous, on voulait un truc 1000.0, hyper novateur, très disruptif. » On leur a dit « Désolé, en fait. Pour engager des gens, il faut un projet qui fasse sens. Il faut leur faire confiance, donc partager le pouvoir. Il faut de la transparence, de l'information. Il faut une symétrie entre dedans et dehors. Ce que Pierre Everdy appelle l'éthique, l'esthétique du dedans. Il faut de la reconnaissance, il faut aimer les autres. C'est la conséquence, pareil, d'une étude au sein de la Marine nationale, où la conclusion en une phrase, c'est commander, c'est aimer. Sinon, ça ne marche pas. Sinon, personne ne vous suit au carton. Et moi, je crois qu'en fait, cette révolution digitale, elle est peut-être salvatrice, parce qu'on est en train de se rendre compte, après des années et des années où on a construit des dogmes, des process, des organisations ultra complexes, où on s'est tous fait des nœuds au cerveau, qu'en fait, un homme, il est drivé par des choses hyper simples. Et qu'on est en train de revenir à ça. Un autre signal faible qu'on sent très très fort, c'est la quête de spiritualité. Dans mon microcosme des entrepreneurs, il y a une espèce de mode un peu bizarre, que j'ai trouvé bizarre au début, la méditation, ils cherchent un truc. Et moi je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ces bobos parisiens qui font des retraites un peu bizarroïdes. Et en fait, en creusant, j'ai compris, ils sont à la recherche de leur sens à eux. Ils se sont rendus compte qu'en fait, pour essayer d'imaginer une vision de société fédératrice, pour embarquer des gens dans un projet, il fallait déjà être ancré dans ses valeurs, avoir répondu à ses propres questions. Et j'ai compris que ça s'appelait la spiritualité, ça, et que ça n'a pas grand-chose à voir finalement avec la religion, qui est le véhicule qui habille cette quête de spiritualité. La spiritualité, c'est pas digital.
La spiritualité, c'est fondamental, c'est vital. Et finalement, je crois que c'est peut-être cette quête-là et toutes ces interventions qui se sont succédées, elles laissent place à ça, à une grande question: pourquoi, à quoi je sers, pourquoi je m'engage, à quoi ça sert une entreprise, à quoi ça sert le numérique, à quoi on sert en tant qu'être humain, et quel choix de société on va faire. Du coup, ma conclusion à moi, avant de laisser la place au grand Michel Serres, c'est que finalement, la révolution digitale, c'est deux choses. C'est la responsabilité qu'on va devoir prendre, inéluctable, parce que dans un monde postmoderne, cette société, on va devoir l'écrire. Et on ne peut pas attendre un homme providentiel, on ne peut pas attendre un président de la République, on ne peut pas attendre un PDG qui aura la science infuse et qui va trouver la solution à cette quête-là. La responsabilité et la spiritualité au sens ancrage personnel, pour trouver ses réponses avant de pouvoir en proposer aux autres. Pour moi, c'est ça le digital, en fait. Je ne suis pas complètement sûr qu'on puisse réellement séparer les révolutions dont nous parlons aujourd'hui et l'homme, comme si l'homme était extérieur à la révolution, comme s'il y avait un homme ou un concept d'homme stable depuis le Néandertal jusqu'à nous. Non, non. L'homme est plastique, l'homme se transforme. Et les transformations dont nous avons parlé, qu'elles soient agricoles, qu'elles soient numériques, qu'elles soient de type anthropologique, etc., touchent l'homme. Et l'homme est transformé. Et, ce n'est pas le même homme qui avait, lorsque j'étais petit, on n'avait pas de nouvelles même de la ferme à côté. On n'était jamais allé au chef-lieu de département, encore moins à Paris, bien entendu. Donc, c'était un espace sans communication. Aujourd'hui, on est en communication avec tout le monde. Et c'est pour ça que je disais de Petite Poucette qu'elle disait « maintenant tenant en main le monde ». Maintenant tenant en main. Vous vous rappelez de ça? Mais si Petite Poucette dit « maintenant tenant en main le monde », eh bien, je ne pense pas que ni Napoléon, ni Jules César, ni etc. n'auraient jamais pu le dire. Par conséquent, l'homme est transformé par ses relations. L'homme est un homme... Et donc, si vous multipliez les relations, vous changez l'homme. Et d'autre part, dans la connaissance, l'accès aux informations est effectivement une transformation aussi cognitive. Donc, il y a des transformations psychologiques internes, des transformations collectives pour les relations et des transformations objectives, vous voyez. Par conséquent, cet homme-là, il est parfaitement plastique. Et d'ailleurs, quelqu'un a dit « homo numericus ». Mais c'est vous peut-être, oui. Mais Homo numericus, c'est pas le même qu'Homo sapiens sapiens, pas du tout. C'est pas l'homme de caverne, vous voyez. Donc, ne séparez pas l'homme de la révolution parce que ils sont réellement en une sorte de feedback entre les deux, de causalité réciproque, vous voyez. Non. Voilà. Je crois pas qu'on puisse séparer les deux. C'est vieux comme le monde, vous savez, que je sache. C'est vrai. Que quand j'étais, puis vous parlez de la marine, vous savez, quand j'étais jeune midship, moi, j'étais au courant de l'ASDIC, j'étais au courant du radar, etc. Et l'amiral derrière moi, il pigeait que dalle. Et alors, et de temps en temps, il me disait, qu'est-ce que c'est ce machin-là, midship? Je disais, il vaudrait mieux faire à gauche 25. Alors il disait, à gauche 25, il ne savait pas pourquoi. Oui. Et donc il y a... J'ai connu ce type de révolution qui font que, tout simplement, qu'est-ce que la science? La science, c'est ce que les vieux apprennent aux jeunes, mais qu'est-ce que la technique? C'est ce que les jeunes apprennent aux vieux, tout simplement. Il y a une sorte de réversion. Mais cette réversion, elle a eu lieu à peu près tout le temps. Oui, je crois. Donc, la période que nous vivons est une période qui probablement ressemble un peu... j'ai parlé de Gutenberg tout à l'heure, vous vous rappelez? Eh bien, le moment où le Moyen-Âge s'effondre et où la Renaissance apparaît. Voyez. Et là, il y a une coupure à la fois dans le commerce, dans le capitalisme, mais dans la politique, le début des démocraties, etc., dans la science, dans la pédagogie, etc., qui est considérable. Vous voyez. Et nous vivons un peu ce type de période, mais là où vous avez raison, alors j'ai critiqué votre affaire, là où vous avez raison, c'est que, en effet, pour pouvoir lire cette période-là, il faut avoir une vision réellement globale. Et donc, essayer d'éviter la culture américaine du pauvre point. PowerPoint, vous croyez que je dis? Oui. En français, on dit pauvre point, n'est-ce pas?
Le pauvre point, c'est une catastrophe pédagogique. J'ai enseigné aux États-Unis 35 ans, j'ai vu cette catastrophe pédagogique. C'est-à-dire, vous dites toujours, il faut faire ça, puis ça, puis ça. On appelle ça le process, n'est-ce pas, je crois, dans le latin contemporain. Bien, il n'y a rien de pire que le process. On n'y comprend rien. Vous voyez, et par conséquent, il faut avoir une vue synthétique, une vue globale, une vue... vous voyez, j'ai envie de finir par une histoire de robot, puisque vous parlez de l'homme. Je vais parler de l'homme. Vous connaissez l'histoire de cette secrétaire de direction qui avait été recrutée dans une grande entreprise du CAC 40 et qui avait un superbe bureau à côté du bureau du PDG. Et au bout de 15 jours qu'elle était là, puis un mois, puis 2 mois, elle s'est aperçue qu'elle n'avait rien à faire. Mais rien. Et tout son travail consistait à faire semblant de travailler, à faire semblant, etc. Alors, elle a tellement réussi dans cette apparence de travail que le PDG un jour l'a fait venir et lui a dit « Écoutez, je suis tellement content de vos services que je vais vous donner un assistant. » Alors, elle était terrorisée et le PDG lui a donné un robot. Et maintenant, faites attention. Le robot était là et il fallait le programmer. Seulement, un robot, il sert à faire quelque chose, à vous aider. On a bien assez dit tout à l'heure, mais est-ce qu'on peut enseigner un robot à ne rien faire? Et mieux encore, à faire semblant de faire alors qu'il ne fait rien. Eh bien, c'est ça l'homme. Et c'est pas le robot. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. C'est-à-dire, cette pauvre femme a été devant le problème insoluble de la robotique, c'est-à-dire enseigner à un robot à faire semblant de travailler alors qu'il ne travaillait pas. C'est-à-dire à ne rien faire, mais rien faire doublement. Voyez. Et c'est ce que nous disons en français, je crois, quand on dit fainéant, qui veut dire ne faire rien, et feignant, qui veut dire, c'est le participe présent du verbe feindre. Faire semblant, le feignant. Ce n'est pas du tout un gasconisme, c'est un mot très français, il fait semblant. Alors, essayez de faire d'un robot un fainéant plus un feignant. Vous voyez. Eh bien, c'est ça l'homme, voilà.